Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission d'Olim Médical, l'émission du programme de Gvaïm au sein du studio Kalita. Bonjour Jonathan. Bonjour Aurèle. Comment ça va ? Très très bien et toi ? Nickel. Alors aujourd'hui émission un peu spéciale, on va surtout parler d'actualité et du monde de la santé en Israël avec Jonathan. Donc on va vous parler des élections qui viennent de passer, des négociations en cours, on va faire un tour par la Lune et on va revenir les pieds sur terre sur le sujet des pharmaciens et des ordonnances pour les pharmacies. Donc restez bien avec nous jusqu'à la fin si vous êtes pharmacien, que vous envisagez de vous installer en Israël. Mais commençons tout de suite par parler de notre cher gouvernement en cours de formation. Ça chauffe pas mal côté santé. Eh bien, tout à fait. Cette chronique qui intervient en pleine période de négociation en vue de la formation du gouvernement. On le sait, chacun essaye de tirer la couverture un petit peu vers lui. Et le numéro 1 du parti Yahadut HaTorah, Yaakov Litzman, actuel vice-ministre de la Santé et d'ailleurs briguant un mandat à ce poste à nouveau. Ils ont eu 8 mandats, donc a priori il est parti favori, qui annonce que son parti posera plusieurs conditions à l'entrée du parti, donc dans la prochaine coalition. Cette annonce qui intervient après des mois de campagne électorale assez violente, durant lesquels tous les 2 jours était publié un nouvel article sur les carences du système de santé, ici dans les hôpitaux, ici dans les coupot Rolim, dans les médicaments. On y reviendra, on en a pas mal parlé ces dernières émissions. Et Litzman qui veut donc en préambule de sa prochaine entrée au gouvernement placer, pour le citer, la santé au premier rang des priorités nationales et œuvrer à la réhabilitation. Donc en quelque sorte, les différents appels pendant la campagne pour faire de la santé une priorité s'avère être vrai, exactement. Ont marché. C'est ça. C'est pas que du spin politique, mais c'est vrai, il veut réhabiliter le système de la santé publique en Israël. Pour ça, donc, il souhaite qu'en vertu d'un futur accord de coalition, il y ait une augmentation budgétaire de, tiens-toi bien, 5 milliards de shekels qui soit alloué, ainsi qu'un financement immédiat dès les premiers jours suivant la formation du gouvernement pour l'ajout de centaines de postes de médecins et d'infirmières afin d'assurer, pour le citer à nouveau, la stabilité du système de santé et sa capacité à octroyer des services dignes et égaux pour tous les citoyens d'Israël, juifs et non juifs. Il dit ça avec son chapeau et sa barbe. D'ailleurs, ces conditions seront les suivantes, juste pour rapidement les résumer. Une augmentation significative du budget du panier national de médicaments de 500 à 700 millions de shekels, le fameux sal à trop faute, donc une augmentation de quasiment 2%. Un ajustement du panier de soutien au coupot Rolim en fonction de la croissance démographique et des soins de santé toujours plus coûteux, dans le monde et en Israël spécifiquement. Et enfin, l'ajout de 1000 lits dans les différents hôpitaux, incluant 600 lits en gériatrie, 150 en réhabilitation, avec une augmentation des subventions aux hôpitaux et la mise en place d'un système de mécanisme de budgétisation qui soit mieux préparé par la division stratégique du ministère de la Santé. Donc ça, c'est ce que le parti de Litzman demande en condition pour entrer au gouvernement. Exactement. Ouais, alors 1000 lits, c'est assez important. Je ne sais pas si ça suffira à satisfaire l'association médicale israélienne qui, rappelons-le, en 2019 rentrera à nouveau en négociation avec le gouvernement pour la mise à jour de la convention collective sur les salaires des médecins. On en reparlera d'ailleurs à ce micro encore, j'imagine, dans les mois qui viennent. Concernant la budgétisation et le financement des coupotes, il semble que le contribuable israélien gagnerait effectivement en transparence. On apprenait il y a quelques jours dans Globes que la caisse d'assurance maladie Meochedet découvrait qu'elle avait un déficit budgétaire de 440 millions de shekels. Et d'ailleurs, ce n'est pas que nous, c'est la Meochedet qui, a priori, découvrait aussi qu'elle avait un déficit budgétaire par le Globes. Exactement. Soit 80 millions de plus en fait que ce qu'ils avaient prévu et déclaré au ministère de la Santé. Ils ont disparu. Il semble qu'on a encore beaucoup à faire en matière de gouvernance financière. Je dis pas forcément que c'est mieux dans les autres coupotes, ne me prenez pas au mot. Mais on notera tout de même que Rav Yaakov Litzman, candidat à sa propre succession, donc a inclus le sujet aux exigences de Yahadut HaTorah pour l'entrée au gouvernement, alors que c'est un parti qu'on appelle Migdari en quelque sorte. Il a une communauté d'électeurs qui lui est propre. Tout à fait. Et on aurait pu s'attendre à ce qu'il s'intéresse surtout en cette période préélectorale à des sujets à budgéter qui concernent principalement la communauté Haredi en Israël.
Alors, c'est sûr qu'il y a des sujets qui vont toucher, je suis pas aujourd'hui spécialiste en commentaires politiques, mais c'est sûr qu'il y a les sujets phares du monde orthodoxe, du monde haredi en Israël, l'armée, le Shabbat, Forcément, etc. Ouais. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en regardant les cartographies des votes, on se rend compte qu'il y a quand même une population traditionnaliste et laïque qui ont voté pour Litzman, pour le parti Yahadut HaTorah, pour Litzman à la santé et pour Gafni à la commission des finances à la Knesset, parce que ce sont des bons acteurs à leur place. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de le dire, c'est que au moment où on se parle, le seul parti, le seul ministre le seul politique qui a demandé pour le nouveau gouvernement comme des conditions qui touchent effectivement à tout le monde, c'est Litzman. Pour l'instant, personne d'autre n'a eu des demandes qui sortaient de son électorat. Effectivement. Alors tu me diras, il était aussi au gouvernement précédent et en fait on a vérifié. Dans le cadre des dernières négociations gouvernementales, il y avait aussi des mesures pour la santé qui étaient donc sur la table des négociations. Et ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que une grande partie des lois qui vont être votées lors de la prochaine Knesset se jouent maintenant, pendant ces négociations, puisque les partis se mettent d'accord justement pour les faire passer. Et généralement, ils s'y tiennent pour ne pas faire tomber le gouvernement qui va venir. Donc c'est vraiment maintenant, dans ces jours-ci, que l'avenir du système de santé israélien se joue. Et donc nous, en tout cas, on suit ça de manière très, très, très attentive. Tout à fait. Juste pour donner un exemple, tu as parlé du précédent gouvernement. Dans les accords de coalition, il avait parlé des soins dentaires pour tout le monde. C'est ce qui s'est passé dans les derniers mois précédant les élections. Il a réussi à faire passer cette réforme parmi d'autres. Ok, alors sans transition, on est entre Yom HaShoah, Yom HaZikaron et Yom HaAtzmaut. Je pensais à ces gens qui malheureusement étaient dans les camps et qui rêvaient peut-être d'une armée un jour juive. Peut-être certains d'entre eux rêvaient d'atteindre l'espace. Récemment, donc, on a envoyé une sonde l'État d'Israël, Bereshit, donc a été envoyée. Qu'est-ce que t'en penses, Jonathan ? Alors effectivement, c'est une actualité qui nous a assez scotché et qui pendant plus de 3 semaines nous a passionnés, nous a accrochés à nos écrans, à nos téléphones, à nos ordinateurs. Bien sûr, Bereshit, la sonde israélienne, qui n'a pas réussi son alunissage en douceur. Par contre, c'est une étape importante pour Israël dans la conquête spatiale. Alors conquête, c'est un terme péjoratif en termes géopolitiques israéliens aujourd'hui. On ne conquiert pas. D'ailleurs, il y a certains médias internationaux qui se sont permis de dire que nous allions coloniser la Lune. Non, on parle d'exploration spatiale qui va contribuer, on est quand même dans une émission à thème médical qui contribue à la médecine, on va y venir tout de suite parce que de nombreux progrès médicaux reposent sur les voyages dans l'espace. Mais effectivement, puisqu'on a passé Pessah et qu'on est entre les fêtes nationales et les commémorations nationales, alors avant de citer quelques cas d'avancées médicales, je voudrais préciser que, bien sûr, nous faisons maintenant partie du club des 7 pays qui ont contourné la Lune et que nous entrerons bientôt dans le select club des 4 ayant réalisé un alunissage en douceur. Avant de parler de Shoah, bien sûr, rappelons également que c'est la première sonde aussi légère et peu coûteuse, puisque seulement $100 millions. C'est très peu coûteux dans l'aventure spatiale, et surtout non financé par un État. Il faut se rappeler que Bereshit 1 n'a pas été financé par l'État d'Israël, mais par des entrepreneurs et des philanthropes privés, comme notamment Kahn, le fameux Maurice Kahn qu'on a vu aux nouvelles dernièrement. C'était pas le cas pour l'URSS, la Chine et les États-Unis. Alors oui, tout à fait. D'abord, je trouve ça assez péjoratif, je vais quand même le dire, de définir cette opération comme un échec, comme certains ont pu le faire. Pourquoi ? Parce que d'abord, nous sommes arrivés à 150 mètres de la Lune, d'accord, sans souci, et qu'au final, la sonde est arrivée sur la Lune. Alors, sur la Lune. Voilà, un petit peu fort, il faut le dire, mais ça, bon, c'est ça être israélien aussi, c'est arrivé un petit peu trop fort. Ensuite, je dis nous, alors certains ont dit, pourquoi nous on n'a pas fait. Alors certes, j'aurais aimé faire partie des équipes de l'IAI ou de Space AL, peut-être heureusement pour eux que je n'en fais pas partie, mais ce qui est sûr, c'est que c'est un honneur national. Et quand on est en période de commémoration, de fête nationale et de commémoration de deuil national, évidemment, une sonde israélienne sur la Lune dans l'espace, on va tout de suite voir apparaître un dessin très connu de l'époque de la Shoah. J'ai pas pu m'empêcher d'être ému. Voilà ce dessin qui apparaît derrière moi. Lorsque j'ai vu cet alunissage, jusqu'à ce qu'il y ait tous les discours derrière, me rappeler de ce dessin qui s'appelle Paysage lunaire, dessiné par un enfant, Peter Ginz. Cet enfant qui, du ghetto de Therezin, a été déporté à Auschwitz où il a été exterminé.
En pédopsychiatrie, quand on veut comprendre les ressentis, les sentiments d'un enfant, on lui demande de dessiner au travers des traits de couleur et des formes, et bien on arrive à analyser. Et cet enfant-là qui dessine ce dessin, ça en dit beaucoup sur la réalité. Qu'est-ce que la réalité représentait pour lui dans ces années sombres. Et alors qu'on a fêté Pessah, la fête de la symbole de la liberté d'Israël, et qu'on est passé de Yom HaShoah, Yom HaZikaron, puis on va arriver à Yom HaAtzmaut, eh bien je voudrais dire à Peter Ginz, parmi des centaines de milliers d'autres juifs et israéliens au travers du monde, que aujourd'hui cette boucle est bouclée avec l'aide de Dieu, et de par la résilience juive, la résilience d'Israël, nous avons prouvé que pour ce peuple d'Israël, comme tu as commencé à le dire, les cieux ne sont plus une limite. Heureusement que Maurice Kahn, soutenu par Benjamin Netanyahu, a validé le financement de Bereshit 2 pour avoir ce goût d'amertume qui s'en va. On va allunir en douceur sur la Lune, et on fera passer partie du Select Club des 4. Après cette introduction qui était donc importante en période de commémoration nationale, rappelons que la NASA effectivement a effectué à ce jour des dizaines de missions de vols spatiaux non habités et habités. Je crois qu'il y a plus de 550 astronautes qui ont déjà été dans l'espace. Ces astronautes qui ont contribué à l'avancée de la science, comme on a dit, et de la médecine par la compréhension du corps humain. D'autres ont conduit à des avancées médicales. Alors, les dernières découvertes sont revenues avec un homme, Scott Kelly, qui va bientôt, il va apparaître à l'écran. Scott Kelly, qui pendant 340 jours a été sur la Station Spatiale Internationale de 2015 à 2016, qui a été le plus longtemps dans l'espace. D'ailleurs, il y a quelques temps, il a été en Israël. Scott Kelly, il est venu visiter le pays. Alors, 3 ans après son retour, il y a des nouvelles découvertes qui sont issues de dizaines d'études faites sur son corps, qui ont été publiées. Et c'est d'autant plus intéressant. On apprend encore aujourd'hui les résultats de son passage sur la Lune à l'époque. Voilà, son passage dans l'espace, sur la Station Spatiale Internationale. Oui. C'est d'autant plus intéressant que Scott Kelly a un frère jumeau identique, Mark, qui est lui-même astronaute, mais qui n'a pas été dans l'espace pendant cette période. Donc on a pu comparer les données médicales et scientifiques des deux astronautes. Alors certaines ont donné de mauvais résultats, d'autres oui. Bien sûr, la conclusion est que ça fait pas du bien au corps humain d'être dans l'espace. Alors, quand on va un petit peu plus loin, une des expériences les plus importantes, c'est sur le système de la santé cardiovasculaire. Donc pendant le vol vers la station spatiale, il a lui-même effectué des tests sur lui par ultrasons et dans ses artères jugulaires, vérifier la tension artérielle, prélever des échantillons d'urine, de sang. Et Marc, son frère jumeau, a fait au même temps les mêmes analyses avec les mêmes contrôles identiques. Après ils ont fait des échographies d'artères jugulaires conduisant le sang au cerveau qui ont montré que les artères se développent et s'épaississent peu après avoir atteint une certaine orbite, celui de la station spatiale. Et d'ailleurs ils restent à cette taille-là pendant 4 jours après leur retour sur Terre. C'est-à-dire que le corps met un certain temps à se réadapter aux conditions terrestres. Et d'ailleurs, faut savoir pourquoi c'est important, parce que les personnes qui sont sujettes à des maladies cardiovasculaires à haut risque, eh bien, on leur fait des échographies des carotides. Et donc, on estime que l'épaisseur de l'obstruction de ces artères reflète une image miroir des artères coronaires qui alimentent le muscle cardiaque et qui peuvent donc indiquer un risque élevé de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral. Et donc, grâce à ces tests-là, on a pu commencer à mettre en place des systèmes de recherche, de développement de médicaments, de développement de technologies pour aider les malades atteints de maladies cardiovasculaires. Après, bien sûr, il y a eu des tests sur le système immunitaire de Scott Kelly. Son système immunitaire est revenu à la normale après son retour à la maison. On a fait des tests pour voir s'il y avait une certaine longévité. Alors effectivement, la séquence des gènes de Scott Kelly a commencé à muter. On a pensé qu'il allait pouvoir peut-être vivre plus longtemps, puisque ces séquences ont été étendues sur des régions des chromosomes qui ont été étendues de 14,5%. Finalement, quand il est revenu sur Terre, ça s'est remis normalement. Donc on ne sait pas si ça va permettre à Scott Kelly de vivre plus longtemps ou pas. Alors je vais en passer rapidement parce qu'on ne va pas s'attarder là-dessus. Mais c'est sûr que la recherche spatiale a apporté une contribution significative à la santé humaine. Des appareils d'imagerie utilisés par la NASA qu'on utilise aujourd'hui dans le domaine médical, en radiologie, pour avoir des imageries tridimensionnelles de très haute qualité. On a des développements des agences spatiales américaines pour créer un équipement de pointe pour détecter les défauts génétiques des chromosomes en 10 minutes, alors qu'à l'époque, il fallait attendre des heures, des jours, voire des semaines. On a étudié les systèmes osseux des astronautes, pour voir comment le niveau de destruction du squelette, pourquoi est-ce que les astronautes doivent d'ailleurs faire des exercices physiques et d'ailleurs très intenses quand ils sont sur la station spatiale, et effectivement combinaisons spatiales de la NASA qui ont été développées, dotées d'un système de refroidissement parce que la température du corps
est un facteur qui joue beaucoup. Et d'ailleurs, les patients aujourd'hui, il y a des patients qui sont traités avec des combinaisons similaires parce qu'elles sont importantes pour les conditions des patients dans les maladies neurologiques, au niveau de la circulation du sang, etc. Alors, les agences spatiales américaines et russes investissent énormément d'efforts dans le développement médical pour surveiller la santé et la sécurité des astronautes, bien évidemment. Mais, bien sûr, l'objectif ultime des Russes et des Américains, on n'est plus dans une course à la Lune, aujourd'hui on est dans une course à Mars. C'est l'objectif suivant de la NASA et des Russes. Alors, Israël est encore loin de lancer un vaisseau spatial habité dans l'espace et sur la Lune, mais il ne fait aucun doute que les études qui vont être menées sur Bereshit 1 et, si Dieu veut, sur Bereshit 2 vont apporter une contribution considérable au monde de la science, au monde de la médecine. Évidemment, il faudra attendre que Bereshit 2 revienne pour pouvoir comparer, analyser, finaliser les données qui ont déjà été prises et sauvegardées par Bereshit 1, parce que rien n'a été perdu. On a d'ailleurs vu tout à l'heure le dernier selfie pris par Bereshit avant son alunissage un petit peu violent. Voilà, en tout cas, si vous avez des idées de recherche à soumettre aux équipes de Space AEL de Bereshit 2, je suis sûr qu'ils seraient ravis de vous entendre et de vous accompagner. Ça va être vraiment un projet qui a été bercé et accompagné par toute la population israélienne. Ou alors participer au financement de Bereshit 2, c'est possible sûr, aussi. Tout à fait, toujours. On descend sur Terre, mais on reste un petit peu avec des personnages un peu lunaires, ou peut-être une forme d'astronautes pour certains. C'est vrai qu'ils sont un peu extravagants de temps en temps. Les participants de l'Eurovision. Tout à fait. On vient bientôt accueillir en Israël donc l'Eurovision. Voilà, dans les prochains jours. Comment on s'y prépare, Jonathan ? Alors, en tout cas d'un point de vue médical, bien évidemment. C'est une énorme logistique. C'est des équipes qui sont venues depuis des mois en Israël, des équipes logistiques. C'est en partenariat avec l'Union européenne, avec l'Eurovision, avec le système d'audiovisuel européen, bien sûr. Mais la question effectivement d'actualité pour nous, c'est comment on se prépare médicalement parlant à accueillir le plus grand événement musical du monde. Eh bien, c'est la question que la ville de Tel Aviv a déjà posée dès que l'Eurovision de l'année dernière a été gagnée. À l'hôpital Ichilov de Tel Aviv, puisque c'est Tel Aviv qui a été choisi. Donc on se rappelle la petite discussion Tel Aviv-Jérusalem. Et donc maintenant, dans moins d'un mois, dans 15 jours, 3 semaines, vont affluer en Israël des milliers de touristes, des milliers de fans de musique ou juste des gens qui veulent suivre cet événement en Israël. Alors Ichilov va d'abord renforcer les équipes de services d'urgence, conformément au calendrier des différents spectacles et des soirées. Il y aura des volontaires qui vont maîtriser les langues étrangères dans l'hôpital pour rendre les traitements médicaux des touristes plus accessibles. Donc il y aura un triage en fonction des pays d'origine pour pouvoir aider et accompagner les gens et leur donner les services, les soins médicaux adéquats. D'ailleurs, il y aura certains événements à Tel Aviv, des événements de nuit blanche, eh bien, ils sont susceptibles d'alourdir la pression déjà existante dans les services d'urgence. On en a déjà parlé dans des précédentes émissions. Donc, on va renforcer les équipes médicales. Ce qui est sûr, c'est que si on a la possibilité de ne pas être dans les alentours de l'hôpital à ce moment-là ou de ne pas avoir besoin de soins médicaux, il vaut mieux s'abstenir de passer à l'hôpital. D'ailleurs, Ichilov, en partenariat, en coopération avec le Magen David Adom, est en train de monter une clinique de terrain dans la zone de l'événement au parc des expositions de Tel Aviv. Et la clinique a déjà commencé à fournir dans les semaines qui ont précédé Pessah, des soins médicaux au personnel technique d'Israël et de l'étranger chargé de construire et préparer l'événement, puisque ces gens-là ont besoin de soins médicaux. Certains sont israéliens, d'autres ne le sont pas, puisqu'ils viennent de l'étranger. Et depuis le lendemain de Pessah, donc depuis quelques jours, l'Union de radio-télévision européenne a exploité une seconde clinique dans la fameuse Green Room, Green Zone, dans laquelle se trouvent les artistes et les délégations internationales, donc disposant d'un médecin, d'un auxiliaire médical, d'une infirmière. Il va y avoir également un troisième centre de traitement d'Ichilov situé dans le village de l'Eurovision, l'Eurovillage, un peu plus au sud de Tel Aviv. Précision intéressante, l'atmosphère autour de l'Eurovision ne négligera pas les patients admis à l'hôpital pour ceux qui se feraient du souci, bien au contraire. Dans les 2 semaines du concours, puisque le concours, c'est pas que la finale, c'est les jours avant et un petit peu les jours après, eh bien, les différents participants à l'Eurovision, comme Netta Barzilai, la dernière lauréate du concours, Dana International, Ilani Dafna Dekel et le groupe Milkanani, vont se produire devant les patients d'Ichilov, justement. Et la semaine dernière, Gali Attari, Kobi Oshrat et les enfants du service d'hémato-oncologie de l'hôpital ont tourné un clip dans lequel ils ont renouvelé la chanson Alléluia, gagnante du concours en 1979. Ce clip sera d'ailleurs publié et envoyé sur les réseaux sociaux pendant les semaines du concours.
Magnifique. Franchement, on n'a pas forcément imaginé que c'était une telle logistique. Puis il faut aussi se dire que tous ces touristes qui vont arriver des quatre coins du monde, ils n'ont pas le Bitor Lioumi, ils n'ont pas les Kupot Rolim. Exactement. C'est toutes des activités préventives et bien évidemment en Israël on est très expérimenté en construction d'hôpitaux de terrain. Donc un casse-tête, mais un casse-tête visiblement qui semble bien géré. Tout à fait. Et on espère bien évidemment que personne n'aura besoin d'avoir à l'utiliser pour autre chose que des petits bobos. À propos bobos, tiens, voilà, donc ce sera l'information pratique Alia / Olim de cette émission. Une nouveauté concernant les pharmaciens cette fois, en tout cas les pharmacies. En Israël, tu le sais Jonathan, on le sait tous, en Israël, les ordonnances électroniques ont définitivement quasiment remplacé les ordonnances papier qu'on avait l'habitude de recevoir en France, parfois d'essayer même de déchiffrer. Ça crée certains problèmes logistiques dès lors que l'ordonnance est électronique et qu'elle est donc sur un serveur informatique. On ne peut pas forcément aller dans n'importe quelle pharmacie pour se faire délivrer les médicaments. On va donc dans la Kupot Rolim, dans une pharmacie qui appartient à la Kupot Rolim dans laquelle on est, ou dans une pharmacie qui a un agrément avec cette Kupot Rolim et qui peut donc avoir accès à l'information de savoir que l'ordonnance existe et si elle a été oui ou non délivrée ou partiellement des fois. Donc c'est très important de pouvoir avoir accès à ce registre en ligne. Et donc toutes les pharmacies qui n'avaient pas d'arrangement avec une Kupot Rolim ne pouvaient tout simplement pas donner de soins, ne pouvaient pas donner des médicaments. Et comment faisaient les patients alors ? Ils étaient obligés donc de choisir une pharmacie en fonction de ses accords. D'accord. Et donc, afin de faciliter l'accès aux médicaments pour l'ensemble des patients, le 6 novembre 2018, la Knesset a adopté en troisième lecture le 63e amendement de la loi sur l'assurance maladie. Cet amendement, aussi appelé loi des ordonnances, impose désormais, et c'est donc la nouveauté, à toutes les caisses de santé de permettre l'accès au système d'information pour toutes les pharmacies. L'ensemble des pharmacies pourront donc, celles qui en tout cas en feront la demande, avoir accès aux ordonnances en ligne de chacune des Kupot Rolim. À la tribune de la Knesset, à l'époque, le député Eli Lalouf, aussi président de la commission parlementaire du travail, des affaires sociales et de la santé, est leader pour l'adoption de cette loi avec le député Oded Foyer, s'était félicité de cette avancée sociale parce qu'il sert effectivement tous les habitants qui n'ont pas une pharmacie à côté de chez eux qui est affiliée à leur Kupot Rolim, mais également les pharmacies indépendantes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, une pharmacie indépendante est obligée donc de passer, même si elle n'appartient pas à la Kupot Rolim, un accord avec la Coupa, donc pour pouvoir délivrer ses médicaments. Alors tu me demanderas pourquoi on en reparle maintenant. Faisons cela. On en reparle en ce moment parce que cette loi était assez peu claire sur les mesures pour les pharmacies indépendantes. Elle était assez peu claire. Elle prévoyait notamment que les Kupot Rolim, donc les caisses d'assurance, avaient le droit de facturer un montant raisonnable aux pharmacies pour justement avoir accès à ces ordonnances. En effet, il y a des questions logistiques, il faut accéder au système d'information. Et donc, les pharmacies les Kupot Rolim devaient fixer un montant raisonnable, montant qui devait être régulé, vérifié par le ministre de la Santé. Alors quoi, c'était qu'une question d'argent ? Non, c'est pas qu'une question d'argent, on va le voir, il y a une vraie question derrière finalement de garder la main mise sur la patientèle finalement. Alors il était de combien ce montant ? Justement, ce vide juridique a permis à la Clalit de demander 6500 shekels pour permettre cette connexion. Un montant qui a été jugé exorbitant par les pharmacies indépendantes et notamment par la Histadrut Arokrim, donc l'organisme qui représente les pharmaciens et pharmacies en Israël. D'autant plus que d'autres Kupot Rolim ont demandé juste 40 shekels. Et donc, les députés se sont à nouveau insurgés contre cette mauvaise application de la loi. Tu me demandais tout à l'heure pourquoi. En fait, la Clalit, c'est quand même 4,5 millions d'assurés en Israël. Et contrairement aux idées reçues sur Superpharm, c'est quand même la plus grande chaîne de pharmacie avec 500 points de vente. C'est donc cette Coupa qui devait être la plus impactée par cette réforme et qui donc cherchait un moyen d'éviter finalement que ces assurés se fournissent dans un autre réseau que le sien.
Donc suite aux pressions, finalement la Clalit a décidé de renoncer à ce paiement, et ça c'est la nouveauté qui date d'il y a quelques jours, et permet donc désormais finalement gratuitement la connexion à toutes les pharmacies indépendantes. Ça veut dire que si j'étais pharmacien indépendant donc, et que j'avais voulu avoir des accords avec toutes les coupotes, j'aurais pu payer 40 shekels à une coupa et a priori avant qu'il y ait ce changement d'action, à la suite de la demande des députés, payer 6500 shekels pour avoir le droit d'accéder aux données de la Clalit. De la Clalit. Donc finalement, on n'a pas l'information pour les autres coupotes, mais ce sera en tout cas pas plus a priori que 40 shekels pour une pharmacie indépendante. Il faut quand même préciser que c'est juste pour avoir accès à l'information et délivrer l'ordonnance. Il ne s'agit pas d'un accord qui permet justement de délivrer les médicaments au prix négocié et fixé par la Coupa. Et il faut aussi rappeler pour les pharmaciens qui envisageraient de s'installer en Israël et peut-être de racheter une pharmacie, que ça reste encore un pari risqué, car les accords entre les Coupot Cholim et les pharmacies ne sont pas passés avec le fonds de commerce, avec la pharmacie, mais ils sont passés avec le pharmacien titulaire. Donc dès lors que le propriétaire change et que si le pharmacien titulaire change, l'accord s'arrête aussi. Et donc, il faut vraiment prendre cette question en compte et essayer de s'assurer un maximum d'avoir le plus de soutien possible de Coupot Cholim pour que les patients puissent en fait être remboursés. C'est-à-dire que là, tu le décrivais bien tout à l'heure, si tu es pharmacien, tu peux donner des ordonnances, ça ne veut pas dire que les patients tes clients pourront tous être remboursés à la même hauteur selon les accords que tu as exactement avec les Coupot Cholim. Pour autant, on peut quand même se féliciter de cette nouvelle parce que cette impossibilité technique de servir les patients avant, elle limitait finalement de fait la concurrence et l'installation de pharmacies indépendantes ou même de nouveaux réseaux. Et on en connaît certains qui se sont récemment installés en Israël. Cette nouvelle mesure est quand même donc encourageante pour des pharmaciens qui envisageraient de s'installer en Israël et peut-être cache une révolution en devenir sur ce marché qui voit donc s'installer de nouveaux groupements. Et donc on en profite pour passer un message aux pharmaciens qui nous suivent. On est en train de vous organiser une conférence spécifique sur l'exercice de la pharmacie en Israël cet été avec un de nos partenaires. On vous en dira plus à ce micro dans les prochains jours. En attendant, on vous invite bien évidemment à rester connectés sur les réseaux sociaux ou par mail, et on vous donne rendez-vous en France, à Paris le 19 mai. Je serai au Salon de l'Aliyah de l'Agence Juive. Et le 20 mai à Marseille. Alors voilà, n'hésitez pas à vous inscrire sur le site de l'Agence Juive, vous préinscrire et à venir sur place. On sera ravis de répondre à toutes vos questions sur le système de santé. Dans tous les cas, sur les équivalences. Sur olimmedical, OLIMMEDICAL, @gvaim.org.il si vous avez des questions ou des précisions. Nous sommes à votre écoute. En tout cas, on a passé un super moment. Moi, j'ai appris plein de choses. Merci, Nathan. Pareillement, merci. Et on vous dit donc à très très vite sur Studio Kalita, qu'on remercie beaucoup.